Sauriez-vous quoi répondre si on vous demandait si vous êtes quelqu'un de bien? Seriez-vous sûr de vous, catégorique, ou rongé par le doute? Car malgré sa nature introspective, McCall semble ignorer sa nature profonde. Est-il ange de la justice ou démon meurtrier? Quoi qu'il en soit, Denzel Washington, lui, s'est vraiment fondu dans son personnage. Il incarne The Equalizer. La musique, quant à elle, se résume en fait quelque peu à quelques notes d'électro un peu kitsch. Et la musique est très courte, elle n'est pas remarquable en elle-même, on ne sent pas la patte d'un grand compositeur comme Hans Zimmer par exemple, mais néanmoins elle est très bien utilisée et de manière presque pavlovienne. On est conditionné dès qu'on entend ce petit thème bien agressif et bien particulier, on sait que c'est à cet instant que l'Equalizer va rendre la justice, frapper, et finalement, c'est quelque part le son d'un châtiment presque céleste. Alors le film The Equalizer 3 est évidemment très bien filmé, les scènes de tuerie notamment sont montrées avec une certaine créativité dans les mouvements de la caméra. On découvre avec les yeux finalement d'un témoin choqué par une telle débauche de violence les scènes de meurtre, et c'est assez efficace comme procédé. On peut noter aussi beaucoup d'alternance entre des scènes très obscures et d'autres avec une très forte lumière. Et souvent donc on a des plans très sombres, puis on va plonger dans une lumière assez intense, et c'est très joli comme contraste. Le héros, tantôt c'est une ombre dissimulée dans les ténèbres, c'est un peu un code de super-héros d'ailleurs, ça nous fait penser assez régulièrement à Batman, notamment dans une scène de règlement final vers la fin du film. Et ça tombe bien parce que Batman, c'est un peu le plus torturé des super-héros, et de façon symbolique, de toute façon, tous les protagonistes tourmentés sont plus ou moins cachés des yeux du monde, dans l'obscurité, et c'est là qu'ils trouvent leur refuge. Donc c'est assez joliment exploré, je trouve, dans ce troisième opus de la saga. Alors ici, le refuge, puisqu'il est question de ça, c'est l'Italie. C'est un film de brut, hein, mais c'est aussi un chant d'amour à cette petite ville sicilienne qui est un véritable petit paradis sur terre. Donc petit paradis sur terre au propre comme au figuré. Alors au figuré, car cet endroit a absolument tout de la destination de rêve. Donc c'est une côte ensoleillée au bord de la mer, mais qui semble loin de la ville, loin de tout d'ailleurs, et sans doute bien loin de la voracité capitaliste des hommes, des excès du tourisme et de la surconsommation. Là, on a vraiment un endroit intact, un coin protégé. Ici, en fait, c'est vraiment la dolce vita, c'est l'art de vivre à l'italienne, c'est la célébration de la lenteur de l'existence, c'est le quotidien qui est répétitif mais dans le sens rassurant. C'est comme un cocon, le quotidien il se répète presque toujours, mais c'est jamais ennuyeux, et c'est un endroit qui est vraiment saturé de beauté naturelle mais aussi d'art et de culture. L'histoire et les échos des splendeurs de la Renaissance sont absolument partout dans le film. On a droit aux sculptures, aux statues, aux tableaux, aux fresques. Et finalement, un personnage de brut, intellectuel et philosophe comme McCall va logiquement trouver son bonheur dans l'art, la culture et les choses simples. Finalement, il mène une vie en plein air, au contact de la nature. Il ne travaille pas d'ailleurs, il est à la retraite, dans sa retraite. Donc il a véritablement trouvé un havre de paix, et symboliquement il y trouve refuge et il y est ramené à la vie tant physiquement que métaphoriquement. En fait, ce lieu, c'est celui de sa rédemption. Alors c'est marrant parce que c'est un village qui est bien loin du rêve américain et de ses promesses de richesse et de grandeur. Là, on a un paradis qui est très pittoresque, même plus que traditionnel, c'est une carte postale et c'est une photo idéalisée, ou peut-être même un cliché ignorant de ce petit coin d'Italie. Peu importe, quoi qu'il en soit, parce que c'est pas des habitants ou des noms anonymes qu'on va trouver sur une boîte aux lettres. Ici, dans ce village, c'est une vraie communauté qui est soudée, presque une grande famille. Et finalement, le protagoniste le répète à plusieurs reprises tout au long du film. Lui, l'enfant de Boston, il est ici chez lui, exactement là où il est
où il se sent à sa place, et c'est à des années-lumière de son milieu de départ, en fait, de l'immensité et de l'agitation d'une grande ville américaine, Boston, il me semble, dans le premier épisode de The Equalizer. Donc voilà, Robert a trouvé ici son foyer, et il fusionne tellement avec le lieu et ses habitants que de Robert, il devient Roberto. À Rome, fait comme les Romains après tout, et il trouve sa petite place au soleil, symbolisée par sa petite chaise d'habitué dans un petit café traditionnel tout mignon, où il va néanmoins réussir à imposer sa personnalité via son excentricité, boire du thé et pas du café, ce qui au début du film n'est pas trop respecté et est perçu comme un sacrilège. Alors, on peut aussi voir dans ce film l'intervention américaine. L'Italie serait-elle à nouveau sous tutelle de l'oncle américain? Alors, l'Italie est ici présentée comme incapable de se défaire de ses propres démons. Après tout, c'est bien de la langue italienne qu'on tire le mot de mafia. Ici, vraiment, l'Italie ou les autorités italiennes semblent soit complètement impuissantes et dépassées par les événements, soit même gangrénées de l'intérieur. On peut penser au chef de la police, qui, comme tous les autres puissants, semble vérolé par la corruption. Et à l'inverse, on a les petites gens, les petits policiers, les petits commerçants qui, eux, sont martyrisés tranquillement, puisque l'autorité qui devrait s'occuper de la justice n'est pas là pour les protéger et au contraire fait partie de la machine qui les martyrise au quotidien. Mais heureusement, dans cette vision de The Equalizer 3, de façon toujours un peu caricaturale, l'Amérique et l'Américain du film les sauvera. Bon, c'est un petit peu ironique comme réflexion, mais c'est vrai qu'on a toujours ce rôle de sauveur des États-Unis et ce film ne fait pas exception à la règle. Alors on a aussi une atmosphère qui est imprégnée de spiritualité. Évidemment, la religion catholique symbolise ici la rédemption de McCall. C'est aussi pour souligner, je pense, la dimension paradisiaque du village sicilien. C'est aussi dans le côté très cliché sur l'Italie, évidemment. Et quelque part, ça met en exergue le sens moral et profondément sain de ses habitants. Ils vivraient franchement en parfaite harmonie comme dans un dessin animé de Walt Disney s'il n'y avait pas les méchants pour foutre leur vie en l'air, donc ils auraient une vie assez idyllique. Et ici McCall se perd moins, je trouve, en considération philosophique que lors des 2 derniers opus. Dans The Equalizer, généralement, il n'y a pas vraiment de soucis, d'interrogation concernant la dualité humaine d'une manière générale. Je dis ça dans le sens où on a les méchants très clairement identifiés d'un côté et les gentils de l'autre. Donc, dans The Equalizer, les méchants en fait sont des monstres, des brutes, des pourris finis, et c'est vraiment un choix délibéré que d'être aussi manichéen. C'est en fait la condition nécessaire quelque part pour faire accepter au spectateur la justice du héros qui frappe avec la même violence animale. C'est vraiment œil pour œil, dent pour dent, retour à la loi du talion. Et je sais que c'est une critique qu'on fait souvent à The Equalizer, qu'en gros ça manque complètement de finesse parce que les méchants sont absolument caricaturaux de cruauté et on a juste envie qu'ils crèvent et que les gentils sont très très gentils, mais en même temps je pense que c'est le concept même du film qui veut ça, donc c'est délibéré. Et encore une fois, je pense que c'est pour permettre justement à la justice impitoyable d'avoir lieu en fait, parce que si on a des méchants nuancés, il va falloir avoir une justice nuancée comme dans le monde réel et civilisé qu'on connaît, c'est-à-dire des procès, des peines de prison, etc., etc. Ici, pas besoin de s'embarrasser avec ça puisque personne ne va moralement répréhender la justice plutôt expéditive choisie par McCall. Donc je pense que c'est vraiment le concept du film et qu'on ne peut pas vraiment retenir ça contre lui parce que c'est le but en fait tout simplement de présenter une vengeance qui va faire du bien et qui va défouler le spectateur. Donc voilà, je pense qu'on peut pas retenir ça contre lui pour cette raison. Parce que voilà, McCall il agit comme un catharsis en traquant les méchants et en les abattant avec une violence froide, même avec une certaine créativité parfois. Il embrasse sa part sombre, il purge le mal et il assure un retour à l'équilibre et à l'harmonie. Et plus le méchant est méchant, voilà, plus la satisfaction de le voir finir en morceaux est grande, voilà, c'est totalement logique. Donc The Equalizer, c'est celui qui rend la justice
Et je crois qu'en anglais, c'est aussi plus ou moins une remise à niveau. Il y a l'idée de remise à niveau qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi dans le mot français, l'idée d'égaliser. Voilà, c'est de remettre à niveau les choses. Donc The Equalizer rend la justice en restaurant l'équilibre. Et quand il est blessé, ce n'est jamais par un ennemi, car à la manière d'un demi-dieu, il survole, en fait, il est au-dessus de tout le monde. Et le bien ici, en fait, est vraiment présenté comme étant beaucoup plus fort que le mal. Et quelque part, c'est encore une fois, je pense, pour apporter cette pensée réconfortante. Dans The Equalizer, c'est toujours le bien qui triomphe. Et donc, quand on le trouve blessé dans cet épisode numéro 3, il l'est par un enfant effrayé que juste avant, il a lui-même choisi d'épargner. Donc voilà, ça compte pas, j'ai envie de dire. On le voit aussi ici adopter donc un rôle de mentor pour l'agent de la CIA qu'il va vraiment accompagner et épauler dans son enquête, de façon très paternaliste et très peu wokiste, j'ai trouvé pour le coup. Et il y a une relation vraiment mignonne et chaleureuse qui va se développer entre eux. Bon, alors bien que totalement fantasmé et inconcevable dans la réalité, hein, ça ferait passer la CIA pour un organisme bon et juste, mais les gentils auraient pu être moins gentils, c'est vrai, c'est toujours la critique qu'on retrouve dans The Equalizer, le monde moins manichéen, mais on en a déjà parlé, donc je vais pas revenir là-dessus. En ce qui concerne la mise en scène et la réalisation, bien sûr, elles sont très bien maîtrisées. On a une montée en tension qui est bien construite tout au long du film, on y va palier par palier, niveau par niveau, un peu comme dans un jeu vidéo, et les choses s'emboîtent de façon assez logique, et jusqu'à l'affrontement du boss final. Mais alors c'est vrai que ici le rythme est lent, on va pas le nier, c'est une critique qu'on peut adresser à ce troisième opus. C'est un peu The Equalizer en vacances. Alors le rythme est-il lent pour montrer la paix trouvée par le personnage Peut-être, c'est vrai, c'est un choix d'interprétation, mais néanmoins le dénouement final, donc le boss final est ici, j'ai trouvé très rapide. Je m'attendais à beaucoup plus long, très rapide, voire trop rapide. Il est censé être supérieur aux autres, mais il est quand même censé rencontrer une certaine forme de résistance, et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé que c'était assez bref comme dénouement. Alors, assez bref parce qu'il faut un référentiel de comparaison, on est dans un film d'action, The Equalizer c'est quand même un film reconnu pour son côté assez sec, survitaminé et assez brutal, et ici clairement dans un film d'action il faut de l'action, voilà, il n'y a pas moyen d'y couper. Il faut pas trop se perdre dans le côté contemplation, et il faut bien répondre, je pense, aux attentes du spectateur. Et pour respecter les attentes, il faut respecter les codes du genre. Et là, on a un héros, un personnage tellement puissant qu'il survole absolument tout. Et finalement, en fait, c'est au lieu de triompher du boss final, c'est peut-être lui, McCall, le boss final, qui est impossible à ébranler. Et donc on va peut-être en profiter pour parler du réalisateur qui est Antoine Fuqua. Et donc on pourrait pas dire que c'est justement en raison d'un changement de réalisateur qu'il y a cette altération du rythme par rapport aux deux premiers opus, puisque Fuqua a réalisé l'ensemble des 3 Equalizers. Je pense juste qu'il a un peu changé de formule sur ce dernier opus. Il a décidé de proposer un cocktail moins chargé en testostérone et en adrénaline, et il a choisi quelque chose de plus contemplatif, sans doute pour clore plus doucement la trilogie. Après, il faut dire que Denzel Washington a bien sûr 68 ans, on va dire que c'est l'incarnation de l'âge de raison façon McCall, mais néanmoins, je vous rassure, le charisme de Denzel est complètement intact, et vraiment... C'est un acteur fort, et il arrive par sa simple présence à apporter une humanité et une profondeur à un personnage qui est pourtant un véritable ange de la mort au départ. Donc voilà, sa performance est comme toujours à saluer. Donc voilà, pour conclure avec ce podcast consacré à The Equalizer numéro 3, eh bien McCall est plus qu'un justicier, évidemment c'est la vengeance qui l'apporte, et c'est pour ça qu'on l'aime, parce que comme toujours, le goût de la vengeance est particulièrement savoureux. Néanmoins, ceux qui avaient été ravis par les 2 premiers opus, de toute façon, sont certainement contents de voir la fin de McCall et ses jours heureux, sa paix trouvée, etc. Mais ceux qui sont d'infatigables fans de films d'action vont peut-être regretter ce rythme plus lent et cette approche plus contemplative
voilà, de l'univers de McCall et de The Equalizer. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Et si vous avez des suggestions de films ou de séries à me recommander, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'y jetterai un coup d'œil. Et en attendant, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain podcast.